Bon, il s'agit d'un livre qui prend les classiques du côté de la modernité, du côté de l'importance que la culture classique, la tradition classique, les textes classiques surtout, et les langues aussi, l'importance qu'elles ont pour la contemporanéité, mais pas dans le sens plutôt, comment dirais-je, naïf ou stupide de l'actualisation des classiques, que je trouve une voie absolument inutile à suivre, parce que ça signifie seulement banaliser les classiques, banaliser les langues classiques et les textes, mais dans le sens du signifié que tout ça a pour nous aujourd'hui. Et je peux donner des exemples. Donc, on a lu les textes classiques, on a étudié le latin surtout, et le grec aussi, mais le latin surtout, depuis 2 millénaires. Ça veut dire que ces textes sont passés, sont écoulés dans notre civilisation, ont contribué à former la façon dans laquelle on regarde le monde, on parle, on imagine la réalité, on prend des actions sur la réalité aussi. Donc ils font partie de nous, sont la véritable moelle de la culture et de l'encyclopédie culturelle de l'Occident et de l'Europe. Et à ce point, je pense que perdre tout ça, perdre les contacts avec des livres qui viennent du PC mais qui sont restés dans le fil du temps pour des millénaires, ça serait un péché, quelque chose de terrible. On ne doit pas faire ça. Pour donner encore un exemple d'importance actuelle de la culture classique, il y a un côté de la culture classique qui n'est pas beaucoup soulignée par les savants, c'est-à-dire la religion. On travaille sur la religion, bien entendu, sur la religion classique dans les départements des universités. Mais on ne réfléchit jamais, ou presque jamais, sur le fait que le polythéisme ancien est quelque chose qui pourrait nous enseigner la tolérance. C'est-à-dire l'Antiquité n'a jamais connu les guerres de religion, les conflits de religion. Il n'y avait pas l'idée qu'il existe seulement un Dieu qui est le véritable et tous les autres sont faux ou sont des démons. Tandis que tous les dieux étaient des bons dieux pour les anciennes. Alors, récupérer sous ça, cette attitude de tolérance réciproque, la possibilité d'échanger les dieux, de les traduire l'un dans l'autre, ça pourrait être une contribution extraordinaire qu'on pourrait tirer de l'Antiquité classique sans être pédantique, sans être, comment dirais-je, simplement scolaire, mais une contribution culturelle authentique. Mais je pourrais donner plusieurs exemples du même type. C'est quelque chose qu'on répète toujours. Les anciens sont notre identité. Les anciens, les classiques sont les racines de la culture européenne, etc. Donc, j'ai publié un livre qui s'appelle « Contre les racines ». Donc, vous pouvez imaginer quelle est mon idée à propos des racines. Mais à part ça, ce que je voudrais dire, c'est que les anciens, les classiques, les textes classiques font partie de notre identité, évidemment, parce qu'ils viennent de loin et comme je disais avant, on a continué à lire et à réfléchir sur ces textes pour des millénaires. Et nos langues aussi, l'italien, le français, l'espagnol, etc., sont des langues qui viennent du latin, mais surtout qui ont été relatinisées un après un, génération après génération, en étudiant les textes. Donc les textes à rebours ont influencé la langue présente. Mais cela dit, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les anciens, les classiques, sont différents, sont quelque chose d'autre. Parce que les Grecs et les Romains, ils sont comme nous, mais en montant, ils avaient développé une civilisation qui, pour plusieurs aspects, était assez différente de la nôtre. Par exemple, j'ai cité avant le cas de la religion. C'est tout à fait différent, polythéisme d'un monothéisme, c'est le monothéisme qui est typique du christianisme, mais même la famille, l'amour, les rapports sociaux, etc. C'était
Tout ça, c'était construit sur une base assez différente. Donc alors, réfléchir sur les anciens signifie en même temps retrouver soi-même, mais découvrir aussi l'autre. Et c'est exactement ce jeu entre identité et altérité qui m'intéresse à propos des classiques. Donc dire tout simplement les classiques, les Grecs et les Romains sont nos ancêtres n'est pas suffisant. Ils sont nos ancêtres, mais en même temps, ils sont les autres. Et il y a encore une question qui m'intéresse beaucoup. Dire que les classiques, les Grecs et les Romains sont nos racines, ça signifie exclure les autres qui habitent maintenant, qui vivent avec nous aujourd'hui. On ne peut pas convaincre des gens qui viennent du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, du Népal, etc., que leurs ancêtres sont les Grecs et les Romains. Ils ont des ancêtres qui sont différents. Donc, pour faire connaître cette civilisation aux autres, il est bien nécessaire de détacher les classiques et l'Antiquité de l'idée des racines et d'identité. Autrement, c'est l'échec. C'est l'échec de la civilisation contemporaine. Ça signifie perdre les anciens ou, alternativement, perdre les autres. Et c'est pour ça que je suis vraiment convaincu qu'il faut travailler sur l'identité de ces deux différents points de vue, nous et les autres. L'utilisation des métaphores tirées du marché pour décrire les phénomènes de la culture. Je donne des exemples. En Italie, par exemple, on parle de nos monuments comme de biens culturels. Donc alors, un bien culturel est quelque chose qui, d'un côté, doit être gardé, sauvegardé, etc. Mais en même temps, l'idée de bien implique aussi l'idée de tirer un profit de tout ça. Parce que si on a des biens, les faire fructifier, ça c'est la conséquence la plus directe. Donc appeler les colisées ou les musées des Uffizi biens culturels, ça c'est un peu ambigu, non? Parce que d'un côté, ça signifie les garder et les valoriser, mais en même temps, la nécessité d'en tirer, de vendre des billets, un peu de mots. Et ça, c'est un premier exemple. Mais on parle aussi, pour définir les biens culturels, de gisements culturels. Alors, gisement, c'est encore pire, non? Ça signifie créer une sorte d'équivalence entre les musées des Uffizi et un gisement de gasoline, là, de pétrole ou de gaz. Et alors là, un gisement est là pour être exploité. Ça n'a pas signification de garder là un gisement de pétrole au Texas. Non, il faut tirer de l'argent de ça. Mais encore, si vous pensez par exemple dans les universités, il y a l'évaluation de la recherche, qui est très bien, il faut absolument le faire. Mais on présente évidemment des textes ou des articles ou des recherches, des expériments pour l'évaluation qui sont appelés produits. Donc, si j'écris un article sur un poète hellénistique comme Callimaque, ou sur la syntaxe de Hittite, ou sur les bosons d'Higgs, etc., je présente des produits, comme s'ils étaient des biscuits ou de salami, etc. Donc, encore là, une métaphore tirée du marché pour décrire la création intellectuelle et culturelle. Et aussi, quand on définit l'importance d'un certain savoir qu'on peut acquérir dans l'université, on ne parle pas de sa profondeur, de sa spécification, de sa validité, mais de sa profitabilité. Donc, encore une fois, c'est décrire la création culturelle en termes de marché. Alors, croire que les métaphores sont seulement des choses qui sont utilisées par les poètes pour rendre le discours plus beau, ou par les rhéteurs, etc., c'est absolument trompeur. C'est pas ça. Les métaphores sont un outil cognitif fondamental et très puissant qui sert à construire la réalité. Donc, construire la création culturelle en termes de métaphores tirées du marché, ça signifie transformer la création culturelle
en quelque chose de profitable. Et ça, c'est un changement terrible parce qu'on n'a jamais demandé dans le passé aux mathématiciens, aux gens de lettres, etc., à quoi sert ce que tu fais. Mais maintenant, dans ce cadre métaphorique et culturel tiré du marché, on demande immédiatement à gens qui font la littérature à l'université à quoi sert ça. Donc c'est une voie très dangereuse et je me défie beaucoup de cette attitude, surtout quand il y a des gens de l'université, des proviseurs, des recteurs, etc., qui posent la question dans ces termes. Ça, c'est la fin de la recherche, c'est la fin de la culture. Je peux aborder la question de l'enseignement des matières classiques dans l'école en partant de la langue, et surtout en partant du latin. Alors on dit que le latin c'est une langue morte. La conséquence est à quoi sert ça? Donc, pour reprendre la question précédente, c'est une langue morte. Pourquoi apprendre une langue morte quand il y a beaucoup de langues vivantes qui sont plus utiles, plus immédiates, etc. Donc alors là, il y a une erreur terrible, c'est définir le latin une langue morte. Les langues mortes sont les langues que personne ne parle plus, comme le latin, mais qui n'ont laissé rien derrière d'eux. Par exemple, toutes les langues de l'Amérique latine qui sont disparues, et qui sont des centaines. Et c'est une tragédie, non? Parce que la disparition d'une langue, c'est toujours une perte terrible. Mais là, vraiment, on peut parler de langue morte, parce qu'il n'y a rien derrière là. Mais les latins survivent dans les langues romanes, donc dans les français, dans l'italien, dans le portugais, dans l'espagnol, dans les roumains, etc. Mais encore plus, le latin survit dans le vocabulaire de l'anglais. Normalement, personne ne pense que les 70% des mots utilisés par l'anglais intellectuel, l'anglais, sont d'origine latine. Donc, même l'anglais, qui est l'anti-latin par excellence, dans l'idée assez naïve de beaucoup de monde, est très latinisé. Alors, on ne peut pas dire que le latin c'est une langue morte, parce qu'il continue à vivre. Alors, connaître cette langue, ça signifie avoir une maîtrise supérieure sur le français, sur l'italien, sur l'espagnol, même sur l'anglais. Donc en Amérique, par exemple, on étudie le latin dans cette perspective, parce qu'on sait que si on veut aller à l'université, dans une bonne université, il faut connaître une certaine quantité de mots, qui sont des mots intellectuels. Les 90% d'eux sont d'origine latine. Donc, encore une fois, là, le latin survit à un niveau très haut de la culture. Alors là, c'est un premier point. Je dirais que pour aborder la question de l'enseignement des classiques, des matières classiques dans l'école, il faut avoir présent tout ça, que le latin n'est pas une langue morte, mais une langue qui continue à survivre, et pour ça, travailler sur la langue comme une langue qui est une langue, qui est une langue de culture, qui, étant donné qu'il n'est pas parlé, c'est une langue qui doit être explorée en perspective étymologique, syntactique, mais pas pour apprendre à écrire le latin ou à parler le latin, encore moins, mais pour produire des traductions qui sont des traductions culturelles. C'est-à-dire, comme je disais au début, se confronter avec l'autre et découvrir, par exemple, qu'il y a des mots qui peuvent ouvrir un scénario extraordinaire sur la culture du passé s'ils sont étudiés de la façon correcte, c'est-à-dire comme des passages de culture. Je peux donner un exemple. La parole française un monstre. Un monstre, c'est quelqu'un d'horrible ou en occasion, un événement horrible, monstrueux, etc. Mais explorer le mot latin monstrum, d'où vient monstre, ou mostre en italien, etc., on découvre que monstrum, c'est ce qui informe,
monio monere, qui fait réfléchir. Donc là, c'est la surprise, non? Parce que qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la relation entre faire connaître, révéler et le monstrueux? Mais on comprend ça si on se réfère à une civilisation dans laquelle tous les événements monstrueux, c'est-à-dire une pluie de pierres ou des naissances monstrueuses, etc., étaient conçus comme des signes qui venaient de la divinité pour faire connaître qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec les hommes. Donc c'était là un objet sémiotique, le monstrueux. Alors à ce moment-là, je pense pour un élève, faire cette expérience à travers les mots, redécouvrir l'Antiquité à travers les mots, etc., c'est beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant que tout simplement apprendre la syntaxe, la grammaire, etc. Bon, dans un mot, je dirais, il faut trouver des façons, des systèmes d'enseignement qui sont intéressants. Parce qu'il faut partir de l'intérêt des élèves. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est l'échec. Et pour créer l'intérêt, je pense que souligner tous les aspects de l'altérité de l'Antiquité, c'est une méthode assez bien, assez bonne. Encore, utiliser par exemple, à part ça, à part l'altérité, par exemple, la rhétorique. Il y a là une tradition rhétorique dans l'Antiquité extraordinaire, qui n'est jamais étudiée à l'école. Mais travailler un peu sur la rhétorique d'Aristote, sur la rhétorique de Cicéron, et voir comment on peut construire rhétoriquement un discours pour persuader les autres, pour convaincre, par exemple, c'est très utile pour améliorer la culture, la capacité d'expression des élèves. En même temps, prendre conscience des trucs rhétoriques utilisés par les autres, par les politiciens, par les gens qui parlent en public, etc., en utilisant la rhétorique du passé, la rhétorique des anciens, parce que la rhétorique est toujours la même. Hein. C'est toujours là, les choses, les tropes, les figures sont toujours les mêmes. Là aussi, c'est magnifique. Analyser, par exemple, un discours, je l'ai fait avec les étudiants, un discours de Martin Luther King ou un discours d'Obama, un discours de quelqu'un, d'un président, en utilisant toutes les figures qui viennent de la rhétorique ancienne. C'est une expérience, non? Voir qu'on peut utiliser tout ça pour interpréter la contemporanéité. Mais encore, le théâtre. On a fait cette expérience à Sienne avec des étudiants, prendre un texte, le faire traduire, le faire adapter pour être récité, et après être vraiment récité par les élèves. Et donc faire tout le parcours, non? De la traduction jusqu'à la représentation. Ça a été aussi une manière magnifique pour entrer dans le monde de Sénèque ou le monde d'Euripide. Donc, bon, il y a une foison de possibilités pour intéresser les élèves. C'est la chose la principale. Après les avoir pris, non? Les avoir saisis, on peut aussi enseigner la grammaire, la syntaxe, la langue, tout ce qui est l'histoire ancienne. Mais au début, il faut trouver la racine de l'intérêt. C'est là le secret, je pense.